Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Au sommaire de cette édition du 25 juillet 2021, le président de la République en personne devrait respecter les mesures barrières reconnues mondialement pour inciter la population à faire de même. L'ancien vice-président Frédéric Bambougignon-Villa accuse les hautes autorités de minimiser l'ampleur de la Covid-19. Un habitant de Rumongue accuse le gouverneur d'avoir ordonné la destruction de sa maison, la maison qui servait de permanence du parti CNL. Et le réseau africain de développement des cours d'enseignement en ligne appelle les autorités burundaises à restaurer la qualité de l'enseignement. Voilà pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Il y a eu ce matin l'explosion d'une bonbonne à Soudé au camp des réfugiés d'Onduta. Nous sommes en Tanzanie. Bilan 2 blessés graves. L'accident est survenu au moment où un des réfugiés tentait de souder en cachette son vélo. Elvis Niomungere. Vers midi de ce dimanche, la zone 5 du camp d'Onduta en Tanzanie a été secouée par une forte explosion. C'est une bonbonne à Soudé qui venait d'exploser. Des personnes ont été grièvement blessées, comme le témoin soit réfugié sur place. C'était dans une famille où on était en train de faire la soudure à l'aide d'une bonbonne. Cette dernière a explosé. Une personne a été grièvement blessée au niveau de la tête et une autre a été amputée d'une jambe. L'ambulance de l'ONG Médecins Sans Frontières les a évacués. Les réfugiés considèrent que cet incident est une des conséquences des mesures interdisant aux réfugiés de faire tout travail qui rapporterait de l'argent. C'est une des répercussions de la fermeture des marchés, puisque même si on leur a empêché de travailler, ils ne peuvent pas tous se résigner. Ils ont le matériel chez eux et ils l'utilisent en clandestinité, des fois même à l'intérieur des maisons. Voilà alors que ça commence à faire des victimes dans les familles. Selon des bonnes informations recueillies sur place, de telles bouteilles à gaz sont nombreuses au canton d'Outa. Elles sont conservées dans des maisons très exiguës et les propriétaires ignorent les dangers. Dans ce camp des réfugiés, il s'observe également un manque criant de masques et de protection contre la Covid-19. Il arrive même que plusieurs réfugiés se partagent un même masque. Eric Nyonzima nous en dit plus. Les réfugiés du camp d'Outa indiquent qu'ils font face à un manque de masques dans son cas, vu qu'ils ne peuvent même pas s'en procurer moyennant de l'argent. Pire encore, ils n'ont même pas le droit de sortir du camp pour aller en acheter dans des boutiques environnantes. À l'intérieur du camp, il n'y a aucun endroit où on vend les masques qui remplissent des normes, alors qu'on n'a pas le droit de sortir pour s'en procurer. La distribution des masques dans le camp a été faite une seule fois, et cela fait 1 an. Ce qui inquiète ces réfugiés, c'est que le port du masque est obligatoire pour recevoir l'aide alimentaire, d'où ils se voient contraints de partager un seul masque à plusieurs, au risque d'accélérer la propagation de cette pandémie. Lors de la distribution des vivres, tout le monde doit porter le masque. Les réfugiés se prêtent alors les masques entre eux pour qu'ils bénéficient de cette aide. C'est vraiment très grave. Ces réfugiés demandent d'être réapprovisionnés en masques pour se protéger contre la Covid-19, surtout que, à partir de ce lundi, son camp accueillera d'autres réfugiés venus de celui de Nyarugusu, ce qui fait qu'après la fusion, le cas d'Onduta comptera au moins 100 000 réfugiés. Retour au Burundi, toujours en parlant de cette pandémie. La Covid-19 poursuit sa propagation avec des chiffres de plus en plus élevés après les districts sanitaires d'Ongozi et Kirundo qui occupent toujours le devant. Le rapport du ministère de la Santé d'hier montre que même la province de Muyinga ne cesse d'enregistrer beaucoup de cas positifs à la Covid-19. Les détails avec Francine Mahoro.
Les cas positifs de la COVID-19 au Burundi continuent d'augmenter au lieu de diminuer. La seule journée de samedi, 164 nouveaux cas ont été détectés, du moins selon le ministère de la Santé. Parmi ces cas positifs, 155 résultent des tests effectués dans 6 districts sanitaires sur 47 qui font le dépistage dans différentes provinces du pays, comme l'indique le rapport du ministère de la Santé de ce 24 juillet. Selon toujours le même rapport, le district sanitaire de Kiremba dans la province Ngozi occupe toujours les devants avec 67 malades, à savoir 43% des cas positifs. Le district de Kirundo suit avec 53 cas positifs, c'est-à-dire 34% des cas positifs. Nos sources sur place à Kiremba indiquent néanmoins que l'effectif des cas positifs détectés dans les provinces est très élevé par rapport à celui publié par le ministère de la Santé. Ici, elle cite 5 cas positifs en état critique qui ont été transférés à Bujumbura dans l'hôpital clinique Prince Louis Rwagasore. De plus, certains médecins de l'équipe de dépistage de Bujumbura sont allés traiter main forte à Ngozi, dépassés par le surnombre de malades. À la clinique, il y a environ 5 personnes qui sont en état critique et qui sont sous oxygène. Elles sont venues de Kiremba, dans la province d'Ongozi. Même les médecins ne dorment pas car ils doivent surveiller l'état de ces malades à tout instant. En plus, il y a une équipe qui est allée en Ngozi pour remplacer ceux qui sont là, en fait qu'ils reviennent ici. À part ces districts du Nord, même ailleurs, la situation ne cesse d'empirer. C'est le cas de la province de Muyinga, même si selon le ministère de la Santé, seules 8 personnes ont été testées positives. La population sur place dit que cela ne reflète pas du tout la réalité, car dans les hôpitaux de la place se trouvent plus de 30 malades souffrant de Covid-19. La Covid-19 est très présente ici. La plupart des cas positifs sont mis dans des quarantaines et les autres restent à l'hôpital. Là, tu peux y trouver plus de 30 personnes qui sont positives à cette pandémie. Même les lieux où ils mettent les gens en quarantaine sont saturés et aucune mesure n'a été prise pour faire face à cette situation qui tend à échapper à tout contrôle. Signalons que dans 3 jours seulement, les récents rapports du ministère de la Santé ont confirmé plus de 300 personnes testées positives à la COVID-19 dans le pays. Pour Frédéric Bambuginyumvira, le ministre de la Santé n'est pas disposé à sensibiliser la population burundaise à lutter contre la COVID-19. Selon l'ancien vice-président, c'est plutôt au président de la République lui-même de montrer l'exemple à ce sujet afin qu'il comprenne la gravité de cette pandémie. Ce politique estime que les Burundais ont été trompés par les anciens dirigeants du pays qui ont minimisé l'ampleur de ce virus. La question du coronavirus a été différemment appréhendée au Burundi. Souvenez-vous de ce que disait le président Nkurunziza, que l'atmosphère du Burundi est assez protégée par Dieu et que il ne peut pas y avoir pénétration de ce virus jusqu'au Burundi. Ça, c'est une façon de dorloter les gens. La maladie, ça relève de la science. On ne peut pas continuer à tromper les gens comme cela parce que le virus, c'est prouvé, ça relève du domaine scientifique et non du domaine de la superstition, du domaine des religions. Mais non. Donc, autrement dit, il faut qu'il y ait des autorités qui puissent être absolument, qui gardent la ligne constante. Et parce que ce fléau ne vient pas aujourd'hui pour se terminer demain. On constate qu'il n'y a pas d'orientation fixe vis-à-vis des questions, des défis qui menacent le Burundi. Mais je crois que la Tanzanie a été aussi victime d'un tel comportement d'un chef d'État. C'est un comportement, je regrette, irresponsable. Madame, je crois qu'elle a pris la chose à bras le corps et exigeait justement le port de masque. Et quand elle est venue à Bujumbura, j'ai vu une image qui montrait le président Ndayishimiye sans masque, il riait à gorge déployée. Et, vous voyez, mais l'autre portait du masque. Frédéric Bambuginyumvira appelle les Burundais à respecter les mesures barrières préconisées mondialement pour leur bien et pour le bien de leur famille. Alors, par rapport à cette question du virus,
je reviens sur les propositions qui avaient été données et j'insiste pour qu'elles puissent être respectées même aujourd'hui. Et que ça soit une conscience de chaque Burundais. Il ne faut pas avoir peur de porter un masque dans le public. Quand vous allez au marché, quand vous allez à l'église, quand vous allez partout où vous allez rencontrer plusieurs personnes, eh bien, portez le masque. Je demande de respecter les distances. La distanciation sociale doit être la règle chaque fois que vous êtes appelés à vous rassembler à plus de 3-4 personnes. On demande au gouvernement de tout faire, chercher même de l'argent auprès de l'EMS pour qu'ils vous achètent les désinfectants. Chaque fois que vous entrez dans une salle, au marché ou ailleurs, il faut absolument vous désinfecter les mains. J'ai été très touché d'entendre le président Ndayishimiye refuser que la population burundaise n'est pas au niveau qu'il faut le vacciner. C'était une proposition de la part de l'ambassade des États-Unis, offrir des vaccins gratuitement. Mais le président dit non, le peuple burundais n'est pas encore à ce niveau. Quand est-ce qu'il saura qu'il est temps qu'il faut le vacciner? Frédéric Bambogi-Nyumvira, c'est un ancien vice-président de la République du Burundi. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. Un habitant du chef-lieu de la province Rumonge crie à l'injustice. Sa maison vient d'être démolie sur ordre du gouverneur de cette province. La maison servait de permanence du parti CNL. Le point avec Onésime Dushimagiz. Cette maison, dont le gouverneur de la province de Rumonge a intimé l'ordre de démolir, se situe sur la 4e avenue dans le quartier Swahili. Ça fait plusieurs années que dans cette parcelle se déroule une activité musicale. Selon des informations en provenance des habitants du quartier Swahili, lors de la récente fête dite du mouton, était organisée dans cette parcelle une activité musicale. Les mêmes sources indiquent que le propriétaire de la parcelle avait obtenu l'autorisation d'organiser cette activité. À sa grande surprise, il a été intimé par le gouverneur de la province de Rumonge. L'ordre de ne plus louer sa maison annexe aux membres du parti CNL afin de continuer son activité musicale. Ayant accepté de résilier son contrat avec les occupants de sa maison annexe, le gouverneur consulateur Nitunga a en plus recommandé la démolition de cette maison, ce qui a scandalisé les habitants du quartier Swahili, comme le témoigne un de ses habitants. Nous avons été surpris de voir venir le chef de zone pour arrêter cette activité musicale. Le propriétaire de la parcelle avait la permission d'organiser cette activité. Il a voulu savoir d'où est venue cette décision et le chef de zone a expliqué que le gouverneur l'a décidé ainsi car il a fait louer sa maison annexe au parti CNL. Le chef de zone a alors emporté tous les équipements de musique qui étaient là. Pire encore, le gouverneur en personne est venu sur place et il a intimé l'ordre de démolir cette maison annexe qui servait de permanence du parti CNL. À ce propos, la rédaction de la RPA a voulu savoir ce qu'en dit le gouverneur de la province de Rumonge, consulateur Nitunga, mais il s'est gardé de tout commentaire. Quittons Rumonge pour nous rendre à Makamba où les habitants de la zone Gatavo en commune Kayogoro accusent les responsables du centre de santé de cette zone d'avoir dérogé à l'éthique et à la déontologie de leur métier. Selon la population, ces responsables refusent des soins de santé à certains patients. Les détails avec Éloge Divin Remesh. L'exemple donné par les habitants de la zone Gatavo est celui d'une femme qui n'a pas pu faire soigner ses enfants suite au refus du titulaire adjoint du centre de santé de Gatavo, Étienne Ndayishimiye. Les habitants de Gatavo disent que Étienne Ndayishimiye avait eu des problèmes avec cette femme au mois de mai lorsque son véhicule l'avait heurté. Étienne Ndayishimiye avait été obligé de faire soigner cette femme. Les habitants de Gatavo expliquent que depuis cette époque, avait une dent contre cette femme car il a manifesté quand cette femme est venue faire soigner ses 2 enfants. Cet habitant de Gatavo affirme qu'il était là.
Nous nous étions rendus au centre de santé pour nous faire soigner et puis il y avait une femme qui avait amené ses 2 enfants pour se faire soigner. Mais quand elle est entrée chez le titulaire adjoint, ce dernier lui a dit de sortir immédiatement de son bureau et laisser la place aux autres malades. Cette femme demandait à haute voix pourquoi elle ne pouvait pas bénéficier des soins de santé. Le titulaire a pris sa carte CAM et l'a jetée en lui ordonnant de quitter son bureau. La femme est sortie en pleurant et a demandé de l'aide, mais sans succès. Nous avons tous été étonnés par son comportement. La femme en question n'a pas non plus eu l'occasion d'acheter des médicaments pour l'un des enfants qui avait pu être consulté car le titulaire adjoint du centre de santé d'Ogatabo a refusé. Cette femme est allée se confier au titulaire du centre de santé, mais ce dernier lui a dit qu'il ne pouvait pas contredire son collègue car il pouvait l'apprécier mal et lui a dit de se rendre à un autre centre de santé. Mais le problème, c'est qu'en zone Gatabo, il n'y a pas un autre centre de santé dans les environs. La seule structure sanitaire proche se trouve à Rutana, en zone Gihofi, à l'hôpital de la Sosimo. Et là-bas, il y a un trajet, je crois, de plus de 8 km. Cette femme n'était pas capable d'y amener ses 2 enfants. Nous avons été choqués par ce qui est arrivé à cette femme, parce que ça peut tous nous arriver. À titre de rappel, le titulaire de ce centre de santé, Gatabo, nommé Etienne Kwizera, a été lui aussi accusé de ne pas s'occuper du bien-être des habitants de la zone Gatabo. Ces derniers l'accusaient de ne pas appeler l'ambulance pour le transfert des patients nécessitant des soins de santé améliorés sur d'autres hôpitaux et leur exigeait de lui donner de l'argent pour les amener dans son véhicule. À ce propos, la RPA a joint Evariste Ndikurio, le médecin-chef de district de Makamba, qui supervise également le secteur de santé à Kayogoro. Et ce dernier nous a promis qu'il va bientôt mener des enquêtes. Parlons éducation pour clore cette édition. Les autorités burundaises devraient s'investir intensivement pour restaurer la qualité de l'enseignement qui ne cesse de se détériorer. C'est un appel lancé par Libera Nibashirakandi, coordonnateur du projet Réseau africain de développement des cours d'enseignement en ligne, REAMOOC en sigle. Pour cet expert dans le domaine, les décideurs politiques doivent mettre en place un programme budgétaire visant la restructuration du système éducatif basé sur l'usage du numérique. Suivez plutôt professeur Libera Nibashirakandi. L'enseignement en général au Burundi rencontre des défis énormes. Ce constat est fait par plusieurs acteurs. Le président actuel de la République du Burundi a souligné le plus clairement que la qualité de l'enseignement au Burundi s'est fortement détériorée. Les organisations des enseignants des différents paliers ont emboîté le pas. Et le cas le plus récent est l'association des professeurs de l'Université du Burundi qui fait le même constat. Et d'ailleurs, plusieurs analyses plusieurs études faites par des intellectuels burundais préconisaient depuis plusieurs années la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi suite aux nombreuses réformes mal engagées. Premièrement, tous les acteurs du système éducatif burundais et les responsables politiques sont aujourd'hui conscients de la gravité de la situation, ce qui est très positif. Deuxièmement, il faudrait absolument traduire cet état des lieux en une vision, en un choix politique d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Troisièmement, cette vision et ce choix politique doivent se traduire en un programme budgétisé de refondation complète du système éducatif burundais en y intégrant notamment l'usage du numérique. Quatrièmement, il faudrait par la suite mobiliser des fonds pour financer cette réforme. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je préciserai que nous tous burundais de la diaspora, des enseignants universitaires, des pédagogues, etc., nous sommes tout à fait disposés à aider le Burundi à se relever, notamment dans le secteur de l'éducation. Bien sûr, la balle est dans le cas des décideurs politiques pour l'intérêt du pays et pour les générations futures. Dans le cadre de ce projet, nous avons œuvré pour créer des dispositifs pédagogiques innovants en développant une vingtaine de MOOC, c'est-à-dire des cours massifs, dans des domaines variés, tels que le domaine scientifique, informatique, l'entrepreneuriat et bien d'autres. Professeur Libera Nibashirakandi appelle également les universités
burundaises et francophones à profiter des cours d'enseignement diffusés gratuitement sur Internet afin de pallier les nombreux défis auxquels elles font face. À titre d'information, le projet REAMOOC, financé par l'Union européenne, est coordonné par l'Université libre de Bruxelles en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie. Ce consortium, qui comprend également 3 universités européennes et 6 universités africaines, organise un colloque en septembre prochain dans l'objectif de proposer des pistes de solutions aux problèmes dans l'enseignement supérieur. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 juillet 2021. Merci à l'équipe rédactionnelle, merci également à l'équipe technique, merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nivasumba. Au revoir.